Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Magnien. Bonjour Philippe, bonjour. Président de Footprint Consultant, éditorialiste à Challenge, également sur France Culture. Avec nous également Éric Heyer. Bonjour Éric, directeur à l'OFCE. Alors la lutte contre le terrorisme passe aussi par une mobilisation du monde de la finance. C'est le message envoyé par le ministre des Finances Michel Sapin et François Villeroy de Galhau, le nouveau gouverneur de la Banque de France. Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment, voit ses prérogatives renforcées. L'organisme sera autorisé à accéder au FPR, le fichier des personnes recherchées, qui contient notamment les fiches S ciblant les personnes pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État. Michel Sapin a annoncé également un encadrement plus strict des cartes de paiement prépayées ou encore l'extension du gel des avoirs financiers aux biens immobiliers et mobiliers des personnes coupables de terrorisme. Au total, une dizaine de mesures. Alors sont-elles une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme? Je vous propose d'écouter le ministre des Finances et on en débat ensuite. Nous encadrerons plus strictement l'utilisation des cartes prépayées dont il a été fait usage dans les attentats du 13 novembre afin de faire reculer, là aussi, l'anonymat dans l'utilisation de ces cartes. Au-delà de l'émotion, il faut être dans l'action. Nous devons, pour commencer, agir plus vite et plus fort au niveau européen. Nous partageons un espace commun, la menace est commune. Il faut donc y répondre ensemble. Éric, alors que pensez-vous de ces mesures? Renforcer Tracfin, mobiliser des forces autour justement des fameux réseaux de contrôle des circuits financiers. C'est efficace? C'est efficace. Je sais pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit pas fait avant. Vous voyez, on aurait pu penser qu'effectivement, il y avait déjà un peu plus de coordination au niveau de l'Europe et qu'au niveau des administrations françaises, Tracfin ait accès à ces fiches. Ça me semblait pas complètement. Enfin, moi, j'étais surpris qu'ils aient pas accès à ces fiches. Donc, maintenant, est-ce que ça va permettre de résoudre tous les problèmes? Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, c'est que cela se fait au niveau mondial et qu'il y a déjà, moi, c'est ça qui m'a étonné dans ce que j'ai appris ces derniers temps. Il y a déjà, vous voyez, 4 pays, dont le Brésil et la République tchèque, qui, dans ces pays-là, lorsque vous financez des organisations terroristes, c'est pas considéré comme un crime. Et puis vous avez 45%, vous avez quand même 45% des grands pays qui, lorsque vous financez des terroristes, alors plus des organisations, mais des terroristes, ce n'est pas non plus considéré comme un crime. Il n'y a pas de cadre juridique. Donc vous voyez que on est vraiment, enfin moi, ce sont des statistiques qui m'ont vraiment, j'étais abasourdi quand on voyait ça. Donc vous voyez que c'est vraiment, là, on est sur les cartes prépayées ou sur des micro-problèmes, lorsqu'on voit que dans des grands pays, vous voyez que le financement des organisations ou des terroristes n'est pas forcément considéré comme un crime. Donc il y a énormément de travail à faire de ce point de vue-là, me semble-t-il. Philippe, le début il y a une partie, effectivement, travail. comme le disait Éric, on tombe un peu du placard en apprenant que jusqu'à maintenant, Tracfin ne regardait pas les avoirs immobiliers. Enfin, l'extension d'un certain nombre de mesures me semble... Enfin, c'est incroyable qu'on doive en décider maintenant. On aurait pu imaginer que sur ces sujets-là, un certain nombre des mesures qu'on nous a annoncées étaient déjà en vigueur avant. Surtout que le GAFI existe depuis un certain temps, oui, ce fameux organisme qui dépend du G20. Oui, bon, ça, ce qui dépend du G20, ça doit être modérément efficace. Mais enfin, peu importe. De toute façon, c'est des questions souveraines. C'est ce que disait Eric est juste. Il y a des pays où c'est comme ci, il y a des pays où c'est comme ça. Donc on peut toujours essayer de coopérer. Il faut, nous, qu'on fasse ce qu'on peut de notre côté. Et s'agissant de la France, encore une fois, je suis assez surpris qu'on nous annonce des mesures qui ressortissent au simple bon sens. Il y a en revanche des mesures dont je trouve qu'elles commencent à empiéter un peu. D'ailleurs, c'est un problème qui va se poser en France, avec l'état d'urgence en particulier, sur les libertés publiques, et dont je ne vois pas très bien l'utilité. Les cartes prépayées, honnêtement, 250 €, on peut toujours diminuer à 125, mais enfin, la chambre d'hôtel à Bagnolet ou à Montrouge, 125 €, ça le fera quand même. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire avec du cash. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec une carte prépayée qu'on achète une Kalachnikov, et vous imaginez bien qu'on ne va pas changer le monde en descendant de 250 à 100 ou à 120 les cartes prépayées. On peut avoir 2 cartes prépayées, et puis il y a plein de choses qui valent moins de 100 €. Enfin bon, tout ça me paraît ressortir un peu à la cosmétique. En revanche, une fois de plus, on voit reculer, ça, le fisc doit trouver ça délicieux, tout ce qui est ressorti à l'anonymat. Alors évidemment, une bonne raison d'être anonyme, c'est qu'on est méchant ou qu'on veut faire des choses pas bien. Mais entre les choses qui sont pénales et dont effectivement il est normal que l'État se préoccupe, et les choses qui ressortissent simplement à l'anonymat parce que vous ou moi on a envie de faire des choses sans que quiconque le sache, c'est pas la même chose. Et moi je crains qu'on soit là engagé dans quelque chose qui va faire reculer encore un certain nombre de libertés. Vous savez que le fisc ne cesse de faire baisser le plafond en deçà duquel vous pouvez utiliser du cash.
Je ne suis pas favorable à l'utilisation du cash, mais enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, l'idée qu'on ne peut plus rien faire sans être tracé, c'est un sujet. Et je ne voudrais pas qu'on prenne prétexte des événements dramatiques qu'il y a actuellement, que ce soit dans le cadre de l'état d'urgence et des libertés publiques au sens large, que ce soit dans le cadre des paiements élémentaires, pour encore fliquer un peu plus le citoyen qui, quand même, il faut le rappeler, statistiquement, n'a rien à se reprocher. Éric, une réaction ? Non, mais je suis assez d'accord avec tout cela. C'est qu'effectivement, c'est aux banques à connaître un petit peu leurs clients aussi. C'est-à-dire que globalement, les banques doivent être aussi là pour se mobiliser et aider Tracfin de ce point de vue-là, parce que, vous voyez, enfin, elle doit connaître ses clients et doit savoir quand même qui sont plus ou moins suspects et aider justement à faire la distinction entre quelqu'un qui utilise un peu de cash et pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Alors, pacte de sécurité, eh bien, il prime ce fameux pacte de sécurité sur le pacte de stabilité, c'est ce qu'a dit François Hollande. Alors, que cela signifie-t-il ? Maladroit, affirme la députée européenne Sylvie Goulard. Finalement, est-ce qu'il faut y voir un affranchissement des règles budgétaires européennes, Philippe ? Comme vous savez, on a un très mauvais track record sur ce sujet. On est les derniers à remonter en dessus des 3%. Ça fait 2 fois qu'on demande qu'on reporte le délai. Je vois vraiment pas de raison de le faire, d'ailleurs, personnellement. Et là, de nouveau, on nous dit... J'étais très frappé, moi, par la phrase du président de la République, qui, par ailleurs, était très bien à Versailles, mais qui dit « Je donne le primat au pacte de sécurité par rapport au pacte de stabilité ». Comme si c'était concurrent. De toute éternité en France, quand il y a des dépenses imprévues qui surviennent, ça peut être des opérations militaires extérieures, ça peut être, je sais pas quoi, moi, un ouragan... quand il faut dépenser plus que prévu pour de bonnes raisons, c'est très simple. Bercy l'admet, et puis on coupe à due concurrence des crédits moins importants. C'est très facile, on l'a fait 1000 fois. Et là, on nous dit spécifiquement qu'on ne le fera pas, alors même qu'il s'agit de dépenses de 600 millions, nous dit-on, qui représentent 0,03% du PIB. Donc, Bruxelles, évidemment, aurait fermé les yeux, ça déplace à peine la frontière. Je ne comprends pas bien l'intérêt de scénariser la priorité donnée au pacte de sécurité au détriment du pacte de stabilité si on n'a pas une arrière-pensée qui consiste en quelque sorte à dire on va en profiter pour faire péter la limite en 2016 pour pouvoir tranquillement faire ce qu'on veut en termes de dépenses. Donc je ne vois pas l'utilité de dire ça. Je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé du point de vue pédagogique et je crains que ça ne cache quelque chose en termes de volonté de dépenser plus que ce qui était prévu, alors que ça c'est pas du tout justifié par les quelques dépenses qu'on nous a annoncées. C'est un discours idéologique, c'est Éric. vrai. Alors c'est vrai qu'on a un très mauvais track record, mais c'est vrai aussi que mardi, il y a 15 jours de cela, mardi en 15, la Commission a donné son avis sur les budgets et là la France n'était pas du tout montré du doigt, c'est-à-dire que la France respectait ses engagements. Il y avait 4 pays qui ne respectaient pas ses engagements, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, et il y en a un 4e, mais la France non. Donc pour une fois, la France... On a fait modifier. D'accord, mais pour une fois, on respecte les engagements modifiés. On respecte nos engagements, et donc même Bruxelles dit qu'on sera en dessous de nos engagements, et donc c'est pas le fait de passer de 3,80 à 3,83 qui allait changer la... Donc c'est un discours politique alors, idéologique. je pense que ça... Alors, peut-être que ce que ça veut dire, c'est que c'est pas 600 millions, c'est de la blague, en fait. Tout simplement que quand vous voulez vraiment 600 millions, c'est juste les fonctionnaires supplémentaires pour la justice. 5 000 emplois supplémentaires. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez aller un peu bombarder, etc., ça va coûter bien plus que cela. Vous voyez que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre ou dans les autres pays, c'est les dépenses militaires ont augmenté plutôt d'1 point de PIB. Donc, ça veut dire 33 fois plus que ces 600 millions. Donc, est-ce que c'est ça qui est derrière la tête? Et effectivement, là, si c'est un point de PIB, on ne va pas respecter En tout cas, ce serait bien de nous dire ce qu'on veut faire. Enfin, je veux dire, c'est une démocratie. Oui, non, il ne faut pas prendre prétexte de ces 600 millions pour faire sauter le pacte de stabilité. Soit on nous dit vraiment pourquoi on le fait sauter, et il y a peut-être de très bonnes raisons, soit il y a de mauvaises raisons. Je vous rappelle que c'est une année préélectorale. Alors là, pour le coup, et la droite et la gauche trouvent délicieux dans les années préélectorales de faire sauter le plafond de dépenses et d'arroser l'argent. Je ne veux pas dire que c'est ce qui va se passer là. Je dis que pour moi, ça nourrit un soupçon. Je ne comprends pas ce qu'on nous dit. On nous dit à la fois c'est 3 fois rien et il est impérieux de faire sauter le couvercle. C'est singulier. Parce que l'idée, c'est de ramener le déficit public sous les 3% du PIB au plus tard en 2017. Oui, on va tenir ce délai aujourd'hui, c'est à 2,7. Vous voyez que donc vous voyez que 2,7, c'est pas les 600 millions qui remettent en cause le fait qu'on soit en dessous des 3%. Donc non, ça veut dire soit on met un point de PIB et effectivement la 2,7 plus 1, là on est au-dessus et donc du coup il va falloir l'expliquer et demander peut-être à Bruxelles de retirer ces sommes du calcul du déficit. Vous voyez qu'aujourd'hui, un État qui investit dans le plan Juncker,
voyez, vous pouvez retirer ça de vos déficits. On pourrait aussi considérer que tout ce qui est lutte contre le terrorisme, on le met si, c'est possible que ça soit... Non, c'est pas incompatible. Je vous rappelle, la dernière fois qu'on a été à l'équilibre budgétaire dans ce pays, ça ne nous rajeunit pas, c'était 1974. La dépense militaire à l'époque était de 3,8% du PIB. On est tombé à 2,2%. Autrement dit, on peut être vertueux et responsable en termes de défense. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, pour la première fois, Bercy n'a pas gelé les crédits en face des 600 millions. Il y a un mauvais signal, ou il y a une mauvaise intention, ou il y a quelque chose... il faudrait une clarification. Il y a quand même une explication. C'est qu'il y a un effort sans précédent sur les dépenses publiques, contrairement à l'idée reçue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enlève le CICE du calcul, qui est considéré comme une dépense publique, ce qui est assez ahurissant... Crédit impôt, compétitivité, emploi. Qui est en fait une baisse d'impôt, mais dans la comptabilité, c'est considéré comme une dépense publique. Si vous enlevez donc dans ce calcul-là, les dépenses publiques baissent pour la première fois en 2016. Légère baisse, mais baisse. Donc aller au-delà de cela, alors c'est mieux qu'avant, mais c'est beaucoup moins bien qu'ailleurs. Mais la population continue à augmenter. Donc en termes de dépenses par habitant, il y a une sacrée baisse. Aller au-delà au nom de la sécurité, ça me semble pas être complètement souhaitable. En tout cas, ça mérite clarification. Alors la croissance de la zone euro, et on conclut avec ça, grimpe au mois de novembre. Surprise ou pas, Éric Heyer, elle a atteint même un pic, si je comprends bien, depuis la mi-2011. Bonne nouvelle, ça sera durable? Alors non, mais c'est une bonne nouvelle, mais vous voyez que c'est une bonne nouvelle, il faut le dire et le redire. Mais maintenant, il ne faut pas non plus penser que c'est une franche reprise économique. C'est-à-dire que la zone euro était la seule zone au monde depuis 2011 à être retombée en récession. Dans les autres zones, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, la croissance avait grimpé. Donc là, c'est parce que la politique économique en zone euro n'était pas bonne. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon idée. Donc là, aujourd'hui, on a des facteurs exogènes, plus ou moins exogènes, qui nous permettent d'expliquer cette croissance économique, d'accord, mais et cette croissance n'est pas non plus si forte que ça. Donc attention, elle est fragile, mais il faut quand même s'en féliciter. Philippe, 10 secondes pour conclure. La croissance est meilleure qu'avant. Elle est plutôt moins bonne en France que dans le reste de la zone, même si ça se joue à un poil près. C'est quand même un peu embêtant, parce qu'il y a des pays qui sont déjà quasiment au plein emploi. Je pense qu'on va bientôt voir revenir la question de l'adaptation d'une politique monétaire unique à un bloc où il y aura des croissances qui seront très divergentes. Typiquement, l'Allemagne, l'Irlande, à certains égards, mériterait une politique monétaire moins accommodante. Et nous, on aurait besoin d'une politique monétaire. Voilà. Donc on va revenir sur les biens fondés de l'euro. Au sein de la Banque Centrale Européenne. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Le Paris des Arts. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras en Tunisie, à Djerba. Nous serons en compagnie de l'acteur et réalisateur français Bruno Solo. Nous irons découvrir le plus grand musée à ciel ouvert de street art au monde, Djerba Oud. Puis à la fin de l'émission, rencontre avec un artiste peintre. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.